Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous retrouver pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, le premier de notre 7e saison. Et traditionnellement, nous commençons la saison avec une émission thématique. Il nous a semblé que cette 7e saison demandait à être débutée avec une émission thématique sur la situation des droites en Europe et de leur progression, raison pour laquelle nous avons invité Dominique Régnier. Dominique Régnier, bonjour. Bonjour Philippe Meyer. Et quand je dis nous avons invité, c'est Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Dominique Régnier, vous êtes professeur des universités à Sciences Po, vous êtes agrégé de sciences politiques, vous dirigez depuis 2008 la Fondation pour l'innovation politique, un think tank indépendant et reconnu d'utilité publique qui s'inscrit, je cite, dans une perspective libérale, progressiste et européenne. Vos travaux portent sur les transformations du pouvoir politique, l'opinion publique, les mouvements électoraux, la droite, le populisme. Vous avez dirigé l'ouvrage de la Fondapol intitulé « Les droites en Europe ». Il retrace la montée en puissance des partis de droite au sein de l'Union européenne dès le milieu des années 80, dans le contexte de l'effondrement du communisme et de l'épuisement de la social-démocratie. Il montre comment, sous l'effet du vieillissement démographique et de la pression migratoire, les Européens sont devenus de plus en plus soucieux de préserver leur niveau de vie et leur identité, un patrimoine à la fois matériel et culturel. Les mouvements populistes ont très tôt orienté leur discours et leur programme autour de cet enjeu patrimonial. Ils ont ainsi opéré une large poussée en Europe dès les années 90, au point de figurer parmi les principaux adversaires de la droite de gouvernement. Le basculement électoral à droite qui s'opère aujourd'hui en Europe rappelle l'actualité de ces analyses. En mai dernier, en Espagne, les scrutins locaux se sont traduits par un échec sévère de la gauche au pouvoir depuis 2018. La droite de gouvernement est sortie gagnante d'un vote qui lui a permis de totaliser plus de 7 millions de suffrages. La formation d'extrême droite Vox a doublé son score en 4 ans et a effectué une poussée spectaculaire dans plusieurs des parlements régionaux. En Grèce, le parti conservateur du Premier ministre sortant, Kyriakos Mitsotakis, a remporté une nette victoire également en mai dernier. Le nationalisme turc, lui, a été renforcé par la réélection récente d'Erdogan. Et une semblable percée électorale de la droite et de l'extrême droite a été observée ces derniers mois en Finlande, en Suède et en Italie. À partir des résultats des élections européennes de 2019, la Fondapol a calculé que les électeurs des listes de droite représentent en Europe 43,4% des suffrages, soit presque le double des suffrages alloués aux listes de gauche. Dans une autre étude en 2021, vous montrez la conversion profonde des Européens aux valeurs de droite. Cette conversion est nourrie par 3 thèmes particulièrement mobilisateurs: le libéralisme économique, le nationalisme via la question identitaire et le libéralisme politique indexé à l'individualisme. La recomposition politique bat son plein en Europe et interroge la droite sur sa doctrine, son programme de gouvernement et son système d'alliance. Dans divers pays d'Europe, la frontière entre droite et extrême droite s'efface progressivement. L'Europe hérite de la stratégie d'union des droites mise en place par Silvio Berlusconi dès 1994, avec l'alliance jusque-là inconcevable de son parti libéral, Forza Italia, du parti conservateur Lega Nord et du parti néofasciste MSI. Depuis, la droite radicale a modéré son discours, notamment sur l'Union européenne. Elle est devenue l'alliée de la droite de gouvernement dans plusieurs pays du nord de l'Europe, comme la Finlande ou la Suède. En France, seul Éric Zemmour appelle pour l'instant à cette union des droites, mais l'offensive des Républicains sur l'immigration, qui proposait de modifier la Constitution pour y inscrire la possibilité de déroger à la primauté du droit européen quand les intérêts fondamentaux de la nation sont en jeu, accélère le rapprochement idéologique avec l'extrême droite. Autour de cette montée en puissance des droites en Europe, la première question vous est posée par Marc-Olivier Padis. Je voudrais d'abord poser une question sur la catégorie elle-même, c'est-à-dire est-ce qu'il faut encore parler des droites en Europe ? Disons, il y aurait 2 raisons pour revenir sur la pertinence du clivage gauche-droite. Ça veut dire, est-ce que le clivage gauche-droite est encore un angle de lecture pertinent pour lire la situation politique dans différents pays européens. Je prends deux
de mise en cause possible de la centralité de ce clivage. Premièrement, la montée des populismes qui est d'une nature différente et donc qui échappe un peu ou qui échappe complètement à l'opposition gauche-droite. Et deuxièmement, l'expérience française du dépassement de l'ancien clivage gauche-droite par Emmanuel Macron et sa majorité, même si aux dernières élections européennes, le parti, disons, macroniste n'a pas réussi à bousculer les équilibres au niveau européen. Il y avait un peu cette perspective. Donc, est-ce que la France est un cas isolé ou est-ce que cette remise en cause, contestation de ce clivage qui est central dans l'histoire politique européenne, disons, de l'après-guerre, vous semble toujours central et pertinent aujourd'hui? David Craignez. Disons que on peut comprendre la notion de... Je remonte d'un cran. On peut comprendre la notion de clivage comme une séparation entre des conceptions et des systèmes de gouvernement qui se succèdent ensuite au pouvoir avec des performances qui amènent les électeurs à pratiquer l'alternance. Donc le clivage, avant d'être droite-gauche, le clivage est un mécanisme par lequel, dans un système démocratique, on a une ressource pour organiser l'alternance des équipes gouvernementales en jugeant la politique qui vient d'être proposée pendant une durée de 5 ans ou autre. Il me semble que ce que faisait le rapport droite-gauche jusqu'ici, c'était que ça représentait bien ce mécanisme de respiration démocratique, où les électeurs, à tour sanctionnaient l'une ou l'autre de ces familles politiques. Mais il y a eu un premier phénomène qui a été le recentrement, si on peut le dire ainsi, des politiques publiques menées par les droites et les gauches au pouvoir. C'est-à-dire qu'au fond, le clivage gauche-droite, là je reprends la question du contenu substantiel, droite et gauche, le clivage gauche-droite, il a commencé à perdre sa pertinence par cette espèce de convergence dans des politiques publiques très semblables. En tout cas, c'est le procès qui leur a été fait. C'est un procès qui est excessif, hein, mais c'est un procès qui a été fait par une bonne partie de l'opinion. Et au fond, ce qu'on reproche peu à peu à ce clivage, droite-gauche, c'est pas seulement d'avoir rendu confuses les frontières, c'est aussi de ne plus remplir sa fonction démocratique. C'est-à-dire de ne plus donner de possibilité aux électeurs de destituer un pouvoir et de le remplacer par un autre pouvoir capable de gouverner à son tour. Au fond, une sorte de fusion dans la contrainte gouvernementale. Et donc je veux dire par là que l'effacement du clivage gauche-droite est aussi la disparition du principe du clivage et de l'alternance, et qu'il y a dans nos sociétés européennes, en particulier en France, un double deuil. Il y a un deuil d'abord de la différence entre des offres politiques significativement distinctes, capables de gouverner et de se présenter au libre choix des électeurs, et puis il y a le deuil d'une démocratie qui ne fonctionnerait plus, parce que de toute façon, quelle que soit la décision des électeurs, le résultat serait grosso modo le même. Et c'est un peu, je dirais, ce qui apporte le thème, avec tous les excès qu'on peut imaginer, bien sûr, mais c'est ce qui a apporté le thème de la pensée unique, de la crise de la démocratie. Et les populistes, de ce point de vue-là, sont en quelque sorte devenus le réceptacle de ces déçus, non seulement du clivage, non seulement de la droite ou de la gauche, mais de l'alternance. Au fond, ça ne fonctionne pas. Et le thème éminemment populiste d'une entente entre des élites qui, en réalité, feignent de s'opposer les unes aux autres, de droite, gauche, pour, en fait, se répartir le pouvoir et ses bénéfices, cette thématique typiquement populiste, eh bien, a été alimenté par ces échecs successifs. Il y avait j'ai pas la référence parce que je n'avais pas songé à la mobiliser, mais il y a dans un numéro de commentaires un très bon papier de Pierre Martin qui montre comment
En gros, dans les années 70, c'est plutôt stable, les majorités dans le monde démocratique européen. C'est plutôt soit la gauche qui domine, soit la droite qui domine, selon les pays que l'on prend en considération. Et qu'il y a eu, à un moment donné, une espèce de passage à l'alternance quasi systématique que tous les pays d'Europe ont vécu, nous aussi, et qui nous a réjouis, parce que c'était quand même un moment démocratique où on pouvait changer de majorité sans risquer l'aventure pour le bien des électeurs. Et ça s'est terminé dans les années 90 avec cette idée, ça a été assez court en fait, que finalement c'est un peu les mêmes. Et donc les populistes qui étaient là depuis un moment, un peu inertes, rabougris, avec peu d'idées, sont devenus le réceptacle de cette déception, non seulement de la droite ou de la gauche, mais aussi de ce clivage. Et j'ajouterais quand même que le populisme a cette position passive, moi je crois, de réceptacle des déçus, mais qui l'amène quand même à se situer sur le clivage gauche-droite. Il y a des populismes, évidemment, et le populisme qui est le plus performant électoralement en Europe, c'est le populisme de droite. Le populisme de gauche, ça existe. Pour moi, c'est la France insoumise. C'était Samo Bruna en Pologne. C'est le Smer en Slovaquie, qui a eu des moments extraordinairement populistes et d'ailleurs qui, de manière assez étonnante, pouvait aller jusqu'à un populisme de type identitariste de droite, anti-Rome, etc. Mais ce sont plutôt quand même des cas isolés. Podemos a connu des revers électoraux. Syriza en Grèce, c'est la même chose. Enfin, on ne voit pas en Europe le populisme de gauche, qui, de mon point de vue, existe et se distingue d'un populisme de droite. On ne le voit pas fleurir. C'est d'ailleurs la différence, au fond, même dans les positions entre la situation politique d'une figure comme Jean-Luc Mélenchon, c'est très fortement distingué sur 10 ans de la figure de Marine Le Pen, et la potentialité n'est pas la même. La situation italienne renvoie également à ceci. On ne peut pas dire que 5 étoiles soit un mouvement de gauche, c'est très difficile à situer. Mais c'est un populisme qui, malgré tout, peut, par certains aspects, renvoyer à des éléments de la gauche. Donc, le point sur lequel j'insisterai, c'est que le populisme aussi est traversé par un clivage gauche-droite. Et le populisme qui, en Europe, a le vent en poupe, me semble-t-il, indéniablement, c'est un populisme de droite. Il prend à la gauche des idées sociales, beaucoup. Il propose une espèce de socialisme populiste de droite, identitariste, plus ou moins agressif selon les partis considérés. Mais c'est quand même celui qui a le vent en poupe dans quelques pays que ce soit. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'exception à ça. Et donc, le clivage n'a pas disparu. Il est dans l'attente même de renaître en quelque sorte, puisque, je termine là-dessus, parce que ce que nous disent les électeurs, d'une certaine manière, c'est pas simplement nous voulons des chefs et des majorités qui non seulement décident, mais prennent des décisions effectives, qui sont suivies d'actes de gouvernement qui réellement modifient notre situation. Et nous voulons aussi retrouver ce sentiment de choisir ceux qui nous gouvernent pour des politiques différentes. Ce sentiment qui a disparu dans une espèce d'indifférence des élites. Alors, le mot élite peut être employé de manière péjorative, c'est pas du tout dans mon esprit, ici en tout cas, ou pas pour moi en tout cas, c'est plutôt une catégorie de la sociologie. Mais il faut bien reconnaître que les élites ont accompagné cette espèce d'indifférenciation gouvernementale avec une sorte de satisfaction exprimée, comme si nous étions, au fond, définitivement convertis à une sorte de politique rationnelle. Et quelque chose a disparu de nos démocraties, c'est le sentiment de pouvoir choisir ses gouvernants. Jean-Louis Bourlange. Oui, je dois dire que c'est pour moi un examen de conscience assez douloureux que celui auquel nous invite cette émission et nous invite d'une façon générale la réflexion de Dominique Régnier et des travaux qu'il publie, qui sont toujours extrêmement intéressants, parce que quand je regarde l'échiquier politique, j'ai l'impression qu'il y a quand même, on voit bien où est le dynamisme des forces et où il n'est pas. Je pense qu'il y a un dynamisme nationaliste, indiscutablement,
qui prend notamment une forme d'assez grande agressivité vis-à-vis des phénomènes migratoires. Il y a une dynamique populiste qui prend effectivement la forme d'une mise en cause du gouvernement représentatif, et toujours en termes assez véhéments, que ce soit le président de la République, constamment attaqué, les parlementaires, parfois même les journalistes, enfin un ensemble, tout ce qui ressemble à des médiateurs et des dirigeants d'opinion est mis en cause. Il y a un dynamisme sinon révolutionnaire, parce que je ne sais pas s'il faut qualifier LFI de révolutionnaire, mais en tout cas un dynamisme de la contestation radicale du système, parce que le système dans lequel on vit, ce système capitaliste et social, est considéré comme complexe, manipulé de l'extérieur, ne tenant plus les promesses qu'il avait tenues et qu'il avait délivrées il y a quelque temps. Donc tout ça, ce sont des dynamismes très forts. Et en face de ça, on a quand même, je crois, face à ces forces toniques, on a des clientèles, au nombre, je suis vraiment en plein dedans personnellement en tant que parlementaire, qui sont atones. C'est-à-dire, on a d'abord le parti pris, le cercle de la raison, comme disait Alain Minc, le parti pris rationnel, qui est très très mis en cause par l'émotionnalisation, l'instantanéisation, la véhémence moralisatrice qui caractérise le débat public. Nous avons un parti pris européen qui est très profondément traversé parce que l'Union européenne et Macron tente de faire passer l'Europe d'un logiciel à l'autre et passer d'un logiciel que je qualifierais de façon un peu négative, mais pour que ce soit clair, un peu bisounours, un logiciel, nous sommes pour la paix, nous sommes pour la coopération, nous sommes pour l'exemplarité, nous sommes pour que les horreurs qu'on a connues dans le passé disparaissent, un logiciel beaucoup plus de résistance de puissance. Nous sommes les dépositaires d'une civilisation, d'un système de valeurs, d'intérêts économiques et sociaux, d'intérêts géopolitiques qui sont très gravement menacés partout, par la Russie, par la Chine, par le Moyen-Orient, par l'Afrique, etc., partout où nous sommes cernés, si je puis dire. Et donc on est dans une logique très différente et l'offre européenne a énormément de mal à se cristalliser. Et sur le plan du gouvernement représentatif, donc, ce qui est profondément ce que défendent un certain nombre de gens comme moi, on a vraiment le sentiment de ne pas être compris, de perdre pied, de ne pas être entendu. Donc je suis quand même frappé par cela, et je me demande comment on peut réagir. Et je trouve que la manifestation du danger, ça avait été défini par Dominique, je crois, dans un texte il y a quelques années, comme par l'ethnosocialisme, dont le Danemark est un assez bon exemple, etc. Enfin, il y a d'autres exemples. C'est-à-dire le mélange de toutes ces passions identitaires, populistes, et en même temps couplées à la volonté de délivrer. De ce point de vue, le Danemark n'est pas comme ça, parce qu'il est quand même très très bien tenu sur le plan gouvernemental, mais de maintenir un très haut niveau de prestations sociales. Oui, j'ai oublié de dire que dans notre dimension sociale, il y a que nous sommes les raisonnables, les modérés, etc. Nous sommes en plus fondamentalement moins-disants, ce qu'a montré la réforme des retraites. J'étais tout à fait favorable à la réforme des retraites. Je l'ai défendue de bout en bout, mais j'ai bien mesuré que 80% des Français étaient contre cette réforme parce qu'ils y ont vu ce que c'était, c'est-à-dire une remise en cause d'un acquis social important et qui était, à mon avis, trop coûteux, ingérable, etc. Mais c'était une remise en cause. Donc, nous sommes moins-disants. Et alors, le fait que cette conjonction de gens qui disent « on ne touche pas » aux prestations sociales, et même on les étend, puisque Mme Le Pen dit qu'elle veut faire la retraite à 60 ans, enfin des choses qu'elle ne fera évidemment pas si elle arrive au pouvoir,
combiné avec ces passions nationalistes ou populistes fortes, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement difficile à contrecarrer, compte tenu de cette différence de tonicité. Nous avons affaire à des gens qui surfent sur les passions démocratiques, nationalistes et égalitaristes, et nous sommes adossés à la raison avec tout ce qu'elle a de triste et de morne. Dominique Régnier. Enfin, je trouve que je suis très intéressé par l'attaque, le début de l'intervention de Jean-Louis Bourlanges sur le fait de reconnaître une forme de responsabilité de personnes comme nous. Moi, je me mettrai évidemment dedans, parce que je crois qu'il y a cet élément-là qui est déterminant. Nous sommes, depuis un quart de siècle, nous nous mettons... alors ce « nous », c'est en quelque sorte, c'est les élites, quelque chose comme ça. Ceux qui observent, ceux qui représentent, ceux qui parlent pour, etc. Nous nous mettons en situation, c'est effrayant pour moi, nous nous mettons en situation de ne plus considérer, au point de ne plus aimer le démos dans lequel nous sommes. Il est soupçonné de tout. Et quand il se trouve seul, parce que c'est ce qui lui arrive, là, depuis quelques années, quand il se trouve seul pour élaborer ses angoisses politiques, qui sont réelles, qui sont fondées, où est passée ma liberté de peuple ? Où est passée ma capacité à maîtriser mon destin ? Celle dont j'étais l'heureux héritier, qui semble s'évanouir. Parce que tous les jours, vous me l'expliquez, tous les jours je le constate, je ne peux plus vraiment orienter mon destin. La question de la souveraineté, elle est restée pas tout à fait, mais presque sans réponse. Il y avait une réponse du président Macron que moi j'ai trouvée très intéressante, très forte, qui était la notion de souveraineté européenne en septembre 2017. C'est un niveau de réponse particulièrement pertinent sur le plan théorique, peut-être trop théorique précisément, mais enfin, il n'y a pas eu beaucoup d'autres réponses sur la question de la souveraineté que nous posent, je pense, les électeurs, les citoyens. La question de notre liberté, donc, de notre existence comme peuple libre, mais la question aussi des valeurs, la civilisation, les valeurs, que devenons-nous ? Moi, je suis très frappé de voir que, ou bien nous considérons, c'est ce que nous disons, que nous avons un système de valeurs qui est supérieur à ce que nous avions autrefois comme système de valeurs. Nous avons progressé. Nous sommes beaucoup plus sensibles à la dignité de l'autre. Nous reconnaissons la différence avec beaucoup plus de soin, beaucoup plus de respect sincère et non pas fin. Et nous sommes très attachés à l'égalité des individus, quelle que soit l'existence qu'ils veulent conduire. Eh bien, il est certain que par la manière dont nous n'avons pas, et là je fais rentrer la question de l'immigration, par la manière dont nous n'avons pas su gouverner l'immigration, où au fond en Europe, on a pensé que, partout en Europe, on a pensé que ça se ferait naturellement, de façon très organique, et que les choses s'équilibreraient et se deviendraient harmonieuses par l'intégration. Ça ne s'est pas produit. Et il y a maintenant des espèces de politiques de panique, comme nous en avons malheureusement l'habitude en Europe en particulier, où soudain il nous faut faire face à ce défi démographique. Nous sommes dans une situation démographique très déclinante et nous allons donc annoncer une politique d'immigration importante où nous laissons les personnes qui s'interrogent sur l'immigration sans réponse. Et ce que nous voyons clairement, c'est qu'il y a à tout le moins une disharmonie. Une part très significative, majoritaire des personnes qui s'installent en Europe sont issues de pays qui n'ont pas de système culturel comparable au nôtre. Et tout d'un coup, je suis étonné moi, de voir que le savoir anthropologique, le savoir ethnologique, le savoir comparatiste semble avoir disparu, n'existe pas, comme si ce n'était pas des réalités. Nous sommes passés de différentialistes à insensibles aux différences. C'est très curieux, c'est ces combinaisons qui sont un peu chaotiques. Et on voit bien que
et ça fait maintenant des années, y compris à coups de drame. Ça commence au moins en 1988 avec l'affaire Rushdie. Ça fait quand même du temps maintenant. On voit bien que nous avons un différend fondamental sur certains aspects essentiels de notre culture, la liberté d'opinion, de publication, l'égalité homme-femme, la liberté d'orienter sa vie comme on le souhaite, à tout point de vue, y compris au point de vue intime. Tout cela n'est pas cohérent avec une politique migratoire sans intégration et même sans assimilation. Il faut expliquer comment ça se passe. Et si vous dites aux Européens et aux Français en particulier, vous avez de moins en moins la maîtrise sur votre destin, et la culture qui nous a constitués, que nous vous avons transmise à travers nos systèmes institutionnels, l'éducation et puis les médias, etc., eh bien, il va falloir composer et accepter qu'elle soit remise en cause. Ça n'est pas recevable comme discours. Et nous n'avons jamais élaboré quelque chose face à cela. Et au fond, on a laissé aux populistes le monopole d'une élaboration sommaire. Ils n'ont pas de solution, ça c'est évident. Et peut-être que les Européens vont la prendre peu à peu à leur grand détriment. Mais ils sont, les Européens, les Français, de la même façon, sont laissés seuls, sans offre de discours. Je termine là-dessus, mais les partis de gouvernement, de gauche et de droite, au fond, n'ont jamais, je suis peut-être injuste en disant cela, mais je serais heureux de voir un élément que j'aurais manqué, mais on n'a jamais proposé une élaboration de la réponse à ces grandes questions. Notre liberté collective et ce qui constitue notre système de valeurs. Marc-Olivier Padis. Oui, je voudrais enchaîner sur ce sujet. Si je reprends la réflexion... une part du désarroi des électeurs serait due au fait que l'alternance ne produit plus véritablement des choix politiques différents et que les électeurs, dans le fond, réclameraient davantage de souveraineté populaire au sens de possibilité pour une majorité électorale de développer véritablement son programme sans restriction, sans timidité, sans limite, d'une certaine façon. Et je vois bien que le fil de ce raisonnement, il se traduit dans une version populiste et dans certains pays européens par une mise en cause directe de l'état de droit. Puisque l'état de droit, c'est le fait que les minorités ont des droits, et donc une majorité politique temporaire ne peut pas déroger à un certain nombre de grands principes qui ont été fixés dans la Constitution, et ces principes sont vérifiés par différents systèmes de Cour suprême, Conseil constitutionnel, comme on veut. On voit très bien qu'en Hongrie, en Pologne, et dans d'autres pays, on voit ces tentations, mais c'est mis en œuvre dans ces pays, notamment en Pologne, finalement, l'idée qu'il faut tout politiser. Tout politiser, y compris la magistrature, la Cour suprême, et logiquement aussi remettre en cause, politiser l'université, politiser la recherche, et remettre en cause le cadre européen, puisque le cadre européen aussi, avec la Déclaration européenne des droits de l'homme, etc., encadre un certain nombre de décisions politiques. Et donc la question que je me pose, moi, à partir de là, c'est... est-ce que c'est encore la droite ? Enfin, cette droite qui remet en cause l'état de droit, l'indépendance de la justice, les conseils constitutionnels, le cadre européen, c'est une droite révolutionnaire, c'est une droite très en rupture avec la tradition d'une droite conservatrice, pro-européenne, libérale. Universaliste. Universaliste. Est-ce qu'il y a un wokisme de droite ? Il y a en tout cas un wokisme, une espèce de fondamentalisme de la souveraineté, entendu au sens d'une majorité politique d'un moment, parce que c'est ça le problème, qui considère qu'elle n'est tenue par aucune règle du jeu au sens constitutionnel, par exemple. Dominique Régnier. Ce que dit Marc-Olivier Padis me paraît s'inscrire dans la conséquence du défaut d'élaboration des forces, d'élaboration intellectuelle et politique des forces non populistes. C'est ce qui contribue à faire dériver une droite populiste vers une droite autoritariste, en fait. C'est ce cheminement-là. Nous sommes en quelque sorte inertes, intellectuellement, politiquement.
Et il me semble que rien ne montre dans les électorats, dans les opinions. On peut savoir des choses quand même à force d'observer ces élections sur ces années avec des pays de plus en plus nombreux qui forment l'Union européenne, des élections nationales, des élections européennes. Enfin, on commence à avoir beaucoup d'informations. Rien ne montre qu'il y a un désir d'autoritarisme. Il y a un attachement des Européens, je dis ici, un attachement à leur bonne vie. C'est pas de là que vient le problème. Peut-être qu'il ne vient jamais de là, d'ailleurs c'est peut-être compliqué, mais par contre, le reste du spectre politique est inerte. Et au fond, consiste à dire, écoutez, on ne peut pas faire mieux, et de toute façon, vous n'aurez pas mieux. D'ailleurs, moi-même, je l'ai dit il y a quelques secondes, les populistes mentent et sont incapables de faire ce qu'ils promettent. C'est évident, je crois vraiment que c'est une vérité, ça. Mais il n'empêche que ça revient à dire, contentez-vous de ce que nous pouvons faire, et c'est très peu. Et d'une certaine manière, il est légitime de considérer que ça n'est pas acceptable de la part des électeurs. Je note au passage, à l'adresse de Marc-Olivier Padiz et de Jean-Louis Bourlanges, mais je le dis, c'est pas du tout ironique ni provocateur. Je suis toujours malheureux quand on prend certaines remarques pour des remarques relevant de ce registre. Mais quand on dit qu'il y a un risque de politisation de l'université, pour moi, ça me fait sourire parce que l'université française est très politisée. Mais elle est à gauche. Et donc, quand on en fait l'expérience en sciences sociales, c'est très frappant. Et quand on en fait l'expérience au cours de sa carrière, on sursaute toujours un peu quand on nous dit qu'il y a un risque de politisation de l'université. Enfin, Poutine est soutenu par des forces qu'on peut considérer comme de gauche sur le plan mondial. Oui, par ailleurs. Et d'ailleurs... La gauche à la droite de Poutine, c'est une énigme. D'ailleurs, Jean-Luc Bourlanges, vous évoquez Poutine, mais il a sa place tout à fait ici, parce que dans ce que disait Marc-Olivier Padiz, cette conception de la démocratie selon laquelle le vote majoritaire emporte tout, est une conception partagée explicitement par Poutine, ce qu'il appelle, lui, le souverainisme démocratique. Une fois que nous avons voté, la majorité nous donne tous les droits et la minorité n'a qu'à disparaître ou se taire à jamais, jusqu'à une prochaine élection qui probablement donnera un résultat assez comparable. Alors que vous êtes d'accord que la définition de la démocratie, c'est un régime qui se caractérise par le respect de la minorité ? En fait, c'est une combinaison. C'est d'ailleurs pourquoi Jean-Louis Bourlanges, puisqu'il a été fait référence par Marc-Olivier Padiz, je suis, même si Marc-Olivier n'a pas utilisé la formule d'illibéralisme, ou de démocratie illibérale, c'est d'ailleurs pourquoi cette formule, moi, je la comprends, mais je la trouve non pertinente. Absolument. Parce qu'il n'y a pas de démocratie véritable sans respect de l'état de droit. Donc simplement le temps de parole, l'équilibre des candidatures, toute une série d'évidences. Le respect bien sûr de l'indépendance de la magistrature et de la presse, tout ça c'est fondamental et ça fait partie du système, de même que le respect des cours constitutionnels et je dirais les libertés, bien sûr, sans lesquelles il n'y a pas de véritable expression de majorité. Donc on ne peut pas distinguer les deux, mais on a pris l'habitude, c'est d'ailleurs un signe de notre crise majeure, on a pris l'habitude de distinguer les deux. Il y a un souverainisme démocratique qui est en gros ce que propose Poutine, et puis il y a notre démocratie pluraliste, état de droit, qui fait l'objet aujourd'hui d'un procès de plus en plus important. Si je me permets de souligner une chose, pour donner un chiffre qui peut-être donnera l'ampleur de la crise et qui, moi, n'est pas loin de m'effrayer quand même. Si je regarde la dernière élection présidentielle française, le premier tour, si je calcule aux inscrits, ce que je fais régulièrement, aux inscrits, ceux qui ont voté pour des candidats anti-système, de gauche ou de droite, ceux qui se sont abstenus, j'arrive à 70%. C'est un record, évidemment. Ça n'a fait que monter depuis, en gros, les années 80. Et c'est un record historique, voilà, on n'a jamais été à ce niveau-là. C'est-à-dire que les forces qui défendent, en quelque sorte,
à la fois les principes, je ne vais pas ramener les abstentionnistes à des forces antidémocratiques, mais les forces qui défendent les principes de la démocratie fondée sur la liberté de vote et l'état de droit, et ceux qui s'appliquent à le vivre, y compris simplement comme citoyens, ça représente 30% de la communauté politique française aujourd'hui. Et ce sont ces 30% qui sont, au fond, l'objet de nos commentaires en général sur les politiques gouvernementales. Donc on a une vraie attrition, et cette situation-là me paraît, moi, être plus ou moins celle qu'on observe en Europe, avec des différences qui tiennent en général à la participation. Donc oui, c'est une évolution du populisme de droite, à mon avis, qui a l'avantage sur le populisme de gauche, vers ce qu'on appelle l'illibéralisme, qu'on peut appeler une évolution vers l'autoritarisme, mais qui est aussi, je termine là-dessus, mais qui est aussi qu'il faut prendre comme une réaction à notre incapacité à circonscrire l'espace européen, moi j'insiste beaucoup là-dessus, mais circonscrire l'espace européen, les espaces nationaux sinon, mais l'espace européen comme un espace à soi, aux Européens, et sur lesquels il y a une puissance publique qui exerce une autorité et qui est capable d'efficacité. Ce que nous ne sommes pas arriver à montrer suffisamment, je dirais. Alors, vous avez éclairci la notion de populisme, mais est-ce qu'on peut éclaircir aussi la notion d'autoritarisme? C'est-à-dire, vous disiez tout à l'heure, là, au fond, le populisme est un mouvement qui demande aux gens au gouvernement de décider et d'accomplir, et pas seulement de décider. Mais est-ce qu'on mesure jusqu'à quel degré de contrainte l'autoritarisme est défini? C'est le nouvel esprit public, l'autoritarisme. Nous y sommes, Philippe. Non, nous, ici, nous sommes dans le despotisme éclairé. C'est très différent. Éclairé faiblement, mais éclairé. Disons éclairé à la chandelle. Non, les blagues de Jean-Louis me perturbent un peu dans ma réflexion. Il me semble que, d'une part, en l'état actuel de la situation historique, je ne crois pas que les Européens et les Français non plus, pratiquement encore moins, je pourrais dire, sont disposés à vivre dans un régime autoritaire. C'est-à-dire que là, il y a une résistance très forte, elle est réelle aujourd'hui, ça n'a pas faibli. C'est peut-être le dernier point qu'il faut considérer et qui fait que il y a une sorte d'exigence ou d'impatience. Et parfois, d'ailleurs, c'est assez triste de voir que nous soupçonnons ce peuple de très mauvaise pensée quand il est lui-même si peu disposé, en tout cas moi je le crois, à accepter un pouvoir autoritaire. Mais le problème du populisme, c'est qu'à un moment donné, dans son rapport au pouvoir, s'il y parvient en coalition ou seul, le problème du populisme, c'est que je le soupçonne de ne pas être doté de cette culture précisément démocratique qui fait que lorsque vous échouez, vous laissez la place aux autres et vous ne dites pas c'est à cause de quelqu'un que je ne peux pas réussir ou à cause d'une force particulière, donc je laisse la place puisque les élections ont parlé. Et tout ceci nous paraît évident, mais on a quand même bien vu, non seulement aux États-Unis, que ceci n'était plus évident, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est-à-dire qu'il y a des pouvoirs qui disent le Parti républicain américain, c'est pas un parti sorti de nulle part, qui disent, ou dont le chef président en exercice dit, en quelque sorte, je ne veux pas partir, c'est pas vrai, ces résultats, je les conteste. Mais nous avons, nous aussi, en France, à chaque élection maintenant présidentielle, enfin ça fait 2 fois en tout cas que c'est très net, un discours qui dure et qui même ne disparaît jamais, qui est rémanent sur l'illégitimité du pouvoir en place, parce que l'abstention est forte ou parce qu'au second tour, la compétition n'était pas une compétition, au fond, significative, alors qu'elle l'était par définition. Et donc, c'est quelque chose qui nous arrive, ça. Et ce déclin de l'accord puissant sur la convention électorale, une fois que le peuple a voté, il y a une règle qui s'impose, c'est que la décision fait à force de loi. Cette espèce d'affaiblissement-là, qui nous concerne aussi, est en train de faire le lit, je dirais, du passage d'un populisme décevant, échouant au pouvoir,
a une mue vers une forme autoritaire. On m'a empêché, c'est ce qui s'est passé assez largement en Hongrie, je change la règle électorale, j'assure ma réélection presque systématique, etc. Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi, ce que je ressens, c'est assez proche de ce que vient de dire Dominique Régnier. Ce que je ressens, c'est pas en premier l'autoritarisme, c'est en second l'autoritarisme, et c'est la conséquence de quelque chose que je vis très très fortement, c'est l'idée de même que la définition classique de l'égoïste, qu'est-ce que c'est qu'un égoïste? C'est quelqu'un qui pense pas à moi. Un gouvernement, pourquoi un gouvernement est légitime? Un gouvernement, c'est quelqu'un qui gouverne à ma place. Je ressens énormément l'intolérance à l'idée que des décisions me concernant ne soient pas prises par moi. Ça, c'est quelque chose. Qui es-tu pour prendre des décisions? Et ça entraîne effectivement un procès permanent et tous azimuts en illégitimité à l'égard de toutes les institutions représentatives. Le président a été bien élu mathématiquement. Il a fait un très bon premier tour, il a fait un second tour indiscutable, très large, mais simplement, il parle, il agit, il a dit qu'il allait faire la réforme de la retraite, il l'a fait. Moi, je ne suis pas d'accord. Et donc, il n'a pas le droit. Et alors, on instruit ce procès, et ça, c'est extrêmement grave parce que ça rompt très profondément le lien qui est établi depuis Sieyès, en réalité, entre le peuple, le corps électoral, et le Parlement, les parlementaires qui ont reçu mandat, non pas de faire ce que les électeurs veulent, mais d'exercer le pouvoir en leur âme et conscience et en délibérant avec d'autres parlementaires élus au même effet. Et là, je ne sais pas comment on peut... alors, toutes les mythes de démocratie directe sont des leurres. La démocratie participative avec des assemblées tirées au sort, ça ne marche pas. Le référendum, c'est une machine à simplifier et à antagoniser. Le référendum, c'est une synthèse, c'est une dialectique hegelienne qui comprend une thèse, une antithèse et pas de synthèse. Donc, ça c'est forcément une machine à diviser. Le référendum qui marche, c'est le référendum qui rassemble des gens qui sont d'accord sur la question posée malgré leur parti, type indépendance de l'Algérie ou des choses comme ça. Mais dès qu'il y a un conflit réel, c'est une machine à dresser les gens contre les autres. Donc les solutions qui sont apportées, la solution de LFI, c'est la révocation permanente, qui tire de la Constitution de l'an 1, etc. Mais rien ne marche. Dans cela, rien ne marche parce que ce qui est à la base en cause, c'est la légitimité que chaque citoyen devrait reconnaître à des gens qui ont été élus au suffrage universel d'assumer les responsabilités pour lesquelles ils ont été élus. Dominique Régnier. Oui, c'est une question plus difficile à trancher, je trouve. Enfin, à trancher, certainement difficile à trancher et à résoudre. Parce que je trouve que de ce point de vue-là, les électeurs semblent avoir un sentiment contrasté. Et je ne suis pas sûr que nous ayons la possibilité de voir les choses correctement. Je veux dire par là que la numérisation de l'espace public que nous vivons tous survalorise des formes, des points de vue et des opinions qui n'ont peut-être pas la profondeur qui correspond à leur présence médiatique dans l'espace numérique, et puis ensuite en général je ne sais pas si on peut dire capillarité, parce que je ne suis pas sûr que ce soit la bonne métaphore, mais en tout cas que l'on retrouve dans les chaînes d'information continue et ensuite dans les médias mainstream. Donc c'est-à-dire, au fond, la contestation de la représentation. Je ne sais pas si les Français, si on veut le dire ainsi, considéreraient que la représentation ne les représente pas bien parce que ça n'est pas eux qui décident, ou bien si la représentation ne les représente pas bien parce que ce qu'ils décident est inefficace. Parce qu'on ne parvient pas à avoir l'efficacité de leur décision. Dans la mesure où il y a, par ailleurs, et nous le savons, et d'ailleurs vous le disiez aussi, Jean-Louis Bourlanges, dans votre intervention, tous les élus le savent, il y a une grande difficulté à faire participer. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, elle est sociologique, si je puis dire.
hein, elle est logique et sociologique, c'est-à-dire que chacun, si dans notre vie quotidienne, si nous regardons de qui nous sommes entourés, quand nous faisons nos courses, etc., moi, ça m'est arrivé d'y penser, vous faites vos courses, vous passez en caisse et vous vous dites, mais cette personne qui s'occupe d'enregistrer mes achats, il est déjà très tard, elle doit rentrer chez elle, s'occuper de ses enfants, c'est souvent une femme, pas toujours, mais souvent, s'occuper des enfants, faire ses affaires personnelles, le samedi un peu aussi, etc. Et je ne la vois pas courir dans une assemblée délibérante. Hein. Et je crois qu'elle ne le souhaite pas. Parce qu'on sait parfaitement, là, ça a été largement montré par la science sociale, que les gens qui vont, c'est naturel, c'est pas contre-intuitif en tout cas, les gens qui vont dans ces assemblées ne sont pas tout à fait comme les autres, ils ont un intérêt marqué, c'est très bien pour la politique, la prise de parole, etc. Ils ont une compétence même dans la prise de parole, en général, les métiers, les formations se retrouvent ici, ou bien un passé militant, ou que sais-je. Donc on a des tas de biais très importants qui sont rarement soulignés. Et même le tirage au sort, qui a ses vertus, hein, peut parfois les corriger, mais à certaines conditions de mise en préparation d'informations et au fond de travail, d'examen approfondi, libéré de ses occupations quotidiennes ordinaires, eh bien on fabrique des surcitoyens dans lesquels, au fond, on va reconnaître, si on n'est pas dans le groupe, on va reconnaître des députés, mais sauf qu'on ne les a pas élus. Et donc, on peut avoir un sentiment ambivalent là-dessus. Je fais référence, bien sûr, aux conventions qui sont organisées. Je leur trouve, moi, un grand intérêt en termes de compréhension des mécanismes de formation de l'opinion sur des sujets compliqués. Je trouve que ça doit inspirer le législateur, que c'est quelque chose que devrait opérer le législateur lui-même pour s'instruire sur un problème, mais que ça ne devrait jamais donner le sentiment que c'est ce qui va faire la loi à côté de ceux qui sont élus. Et cette espèce d'ambiguïté-là nous entretient l'idée qu'il y aurait une démocratie plus saine, non représentative en quelque sorte au sens de l'élection, ça serait une vision, je dirais, plutôt de gauche, avec des conventions citoyennes, et de droite, ce serait plutôt une démocratie, sinon d'assemblée, du moins directe, avec le référendum. Et donc ces deux courants-là, d'une certaine manière, s'accordent pour faire le siège de la démocratie représentative, à laquelle, me semble-t-il, les Français restent attachés. Marc-Olivier Padis. Oui, moi, je voudrais revenir à notre sujet sur les droites européennes avec une toute petite perspective historique sans prétention. Mais il me semble que, pour simplifier vraiment à grands traits, on pouvait dire que la droite européenne, c'était la droite démocrate chrétienne. Et je me demande où est passée cette droite démocrate chrétienne. Je lisais récemment que le leader du groupe PPE, donc Parti populaire européen, à au Parlement européen, Manfred Weber, qui est allemand, considérait qu'il n'y a plus de démocratie chrétienne en Europe. Alors c'est vrai qu'en Italie, elle a disparu, déjà il y a longtemps. En Allemagne, elle n'a pas tout à fait disparu. En France, elle n'a jamais vraiment existé. Mais en Belgique, elle a disparu. En Flandre, et elle est quand même très, très amoindrie aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, mais c'était le cœur historique des fondateurs de l'Union européenne. Et donc, pour l'Europe, c'est quand même... On ne peut pas avoir le sentiment de cette force politique, qui n'était pas seulement une force politique, c'est une force culturelle, c'était une expression de la société, profondément. Et donc, quelle est cette transformation, soit des opinions, soit des partis politiques, qui font qu'une force aussi centrale a pu disparaître en quelques dizaines d'années? Dominique Régnier. Alors, ce sont des questions, bien sûr, très, très, très difficiles, donc on ne peut pas vraiment prétendre y répondre, mais pour contribuer, en tout cas, je dirais que il y a un mouvement général dans quoi se trouve embarqué le déclin de la démocratie chrétienne européenne. Le mouvement général, c'est une des causes, je ne dirais pas que c'est la cause, mais c'est une des causes. Le mouvement général, il est au fond notre entrée... Puis un moment sur le plan historique, mais de manière très nette, c'est notre projet depuis 1945, dans une société que j'appellerais matérialiste. C'est-à-dire qu'au fond, on considère que le but de la politique, c'est d'approvisionner les citoyens en biens matériels.
Et nous avons réalisé ce but. C'est quelque chose d'extraordinaire qui s'est accompli. Il est évident que ça c'est depuis naturalisé. Et il y a une forme d'ingratitude de notre présent à ne pas le reconnaître. Mais c'est ainsi. C'est ainsi. On ne peut pas louer chaque fois ce que les anciens ont fait de très bien, parce qu'on oublie, tout simplement. Mais ce programme a été réalisé par toutes les générations passées, qui offraient les ressources et les idées pour accomplir ce projet. Mais l'excès a été, je pense, de concevoir la politique matérialiste comme la seule dimension de la politique. Nous n'avons pas su, et les partis en particulier, et même les partis de droite, et même les partis démocrates chrétiens, nous n'avons pas su cultiver cette dimension que moi je qualifie d'immatérielle. Au fond, on ne peut pas s'étonner d'être aujourd'hui devant de grands risques dès lors que nous sommes laissés aller au sens où nous n'avons pas considéré que nous avions peu à peu des peuples sans idéologie, même les religions sécularisées ont disparu, et sans métaphysique. C'est pas possible. C'est sans contenu, donc c'est pas possible. Ce serait possible si nous étions extrêmement fermes sur nos valeurs, on va dire ici républicaines pour aller vite. Si nous étions arc-boutés, intransigeants, je ne sais pas si ce serait possible, je ne sais pas si ce serait bien, mais ce serait cohérent. Ce serait notre substance et on la défendrait bec et ongle. C'est la dernière substance à laquelle nous tenons. Nous ne le faisons pas, c'est clair. Donc nous n'avons plus rien. Comment peut-on s'étonner que 450 millions d'Européens et 70 millions de Français, en particulier les 49 millions d'électeurs, se trouvent vides de toute substance et dans un malaise existentiel sans précédent, puisqu'aujourd'hui, nous ne pouvons même plus offrir des garanties sur notre dimension matérialiste. C'est plutôt... on va vous apprendre à vous passer de ce que vous aviez autrefois. Sur ce plan-là, la réforme des retraites, que moi j'ai soutenue personnellement, relève de ça, c'est-à-dire qu'il faut accepter de reculer l'âge de départ à la retraite. Et donc, les partis se sont sécularisés à l'extrême. Ceux qui avaient une idéologie, une religion séculière, et la gauche... La droite a été peu libérale au plan idéologique en France depuis 1945. Ça a existé, mais c'est quand même marginal. Mais il y a une gauche très idéologique, n'a pas défendu son corpus, au fond, n'a pas tenu cette ligne dense de défendre, par exemple, la classe ouvrière, le monde du travail, non pas qu'elle ne le dise pas, mais enfin, les évolutions électorales montrent comment la chose est perçue. Et la droite n'a pas su défendre ni une tradition métaphysique. Et c'est pas rien d'être une droite démocrate chrétienne. Il y a quand même deux choses majeures qui sont évoquées dans cette référence-là, deux dimensions majeures. Quand la droite libérale n'avait pas existé, n'existait pas, ne se formalisait pas, au fond, et ne demandait que faire des affaires, c'est pas du tout infamant, hein, mais simplement ça ne suffit pas pour faire une cité, évidemment. Et donc, je crois que un événement nous est arrivé, un drame en quelque sorte de mon point de vue, c'est que nous n'avons plus que des partis ultra sécularisés qui n'ont même pas d'idéologie. Alors ça ne peut pas marcher, ça me paraît impossible. Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi, je crois que ce que je voudrais dire à Marc-Olivier, ce qui m'a beaucoup frappé dans les années 90, c'est la rapidité de l'effondrement. Ça s'est produit et je crois que ça a une corrélation très étroite avec la fin de la guerre froide. Je pense que dans la période précédente, nous étions dans l'ère Don Camillo. C'est-à-dire, Don Camillo, d'abord quelque chose de transnational, c'était un acteur français qui animait une comédie italienne, où il y avait une offre politique qui combinait des valeurs extrêmement précises et plutôt à droite, les valeurs chrétiennes, les valeurs de la démocratie représentative, plus une offre sociale de type keynésienne, et qui, en même temps, le projet européen était donc transnational et s'inscrivait dans une logique atlantique de résistance au stalinisme. Et ça faisait un ensemble quand même qui gardait les vertus de vaillance, de résistance, de militarisation relative de la droite, en le distinguant de l'enracinement national. C'était une coalition transnationale. Et
quand ça s'est effondré, mais ça a été à toute vitesse. L'Uber s'est fait battre aux Pays-Bas. Mes amis démocrates chrétiens, Martens, Tielemans, etc., ont disparu de Belgique. La démocratie chrétienne italienne s'est effondrée sous les coups de Berlusconi. On a vu ça partout. L'UDF en France a éclaté, donc la démocratie chrétienne, plutôt représentée par le CDS, s'est séparée des libéraux, et pour le grand bonheur de Chirac et du RPR. Donc on a eu un effondrement absolument général. Et depuis, alors l'idée européenne n'a pas été vraiment abandonnée, mais comme le suggère Dominique Régnier, elle a été défendue par des agnostiques. Des agnostiques, je ne parle pas religieusement, mais des agnostiques de la cause européenne. Jacques Chirac était alternativement pour ou contre, il s'accommodait de tout cela. Et donc, on a absolument perdu cet ancrage. Et je crois que c'est pas pour rien, parce que la démocratie chrétienne était apparue aussi en majesté avec la guerre froide. Ça a été quand même la réponse qu'on a apportée en Europe à la guerre froide. Donc il y a eu une période relativement courte. Ça s'est apparu en fait initialement en 1918 à peu près, où on s'est trouvé confronté à une offre fasciste. Et puis en même temps, on cherchait à savoir si on devait s'allier ou non avec les communistes pour lutter contre le fascisme. Donc on a eu une longue période de gestation, d'hésitation en France, avec Chantier de Ribes, avec tout cela, l'Italie. Et puis après la guerre, il a été clair que c'était l'offre centrale qui reléguait le fascisme qui avait été battu et qui combattait le bolchevisme auquel on était confronté. Et c'est donc une séquence historique extrêmement précise et encadrée. Et alors, par l'histoire. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes à nouveau dans une situation où l'Europe est menacée, mais la menace est beaucoup plus diffuse, beaucoup plus incertaine, beaucoup plus difficile à appréhender. C'est pas seulement Poutine, c'est les Chinois, c'est tout un tas de choses. Et on n'arrive pas du tout à cristalliser une offre oppositionnelle qui a la même cohérence, la même vigueur et la même solidarité transnationale que celle auquel on assistait. Et le PPE, ça a été très significatif. Dans les années 90, le PPE a basculé, était un parti du centre fédéraliste, et il s'est transformé en un parti conservateur dominé par l'anticommuniste, qui d'ailleurs lui-même à ce moment-là était devenu plutôt un songe. La référence métaphorique à Don Camillo et Pépone fait quand même penser que Don Camillo et Pépone cohabitent à l'intérieur d'un espace qui a été défini par leur commune participation à la résistance. Ce sont deux anciens partisans, et ils ont cette sorte de référence commune au-dessus d'eux. Enfin, le ciel au-dessus de ma tête et l'histoire au-dessus d'eux. Où est-ce qu'elle est possiblement trouvable, cette référence commune, à votre avis, Dominique Régnier? Ce qui est venu rendre la réponse encore plus difficile, c'est que on a engagé, c'est un sujet très, très, très lourd, je ne veux pas avoir l'air de le mettre sur la table là maintenant, mais on a engagé aussi le procès des traditions. Nous sommes dans l'époque qui fait le procès des traditions. Et donc, sans substance et sans tradition, ça devient vraiment très compliqué. Il y a quelque chose, je pense que peut-être nous pourrions considérer collectivement, qui est que nous restons un continent de grand savoir, nous restons un continent de grande histoire, objectivement, nous restons un continent de grande diversité étatique, nationale, culturelle, et je crois que objectivement, j'ajoute cet adverbe pour ne pas qu'il y ait de malentendu, mais c'est une ressource considérable. Et ce qui manque aujourd'hui, certainement, de mon point de vue en tout cas, c'est ce que j'appellerais un esprit conquérant. Nous n'osons plus partir à la conquête. Collectivement, nous les Européens, nous nous sommes beaucoup liés les mains dans certains domaines de recherche où nous pourrions exceller, où nous devrions exceller,
qui ne sont pas des domaines simples. Je prends le cas de l'édition du génome, mais c'est une invention européenne, française en particulier, qui est aujourd'hui l'une des clés du pouvoir du XXIe siècle, dominée par le dépôt des brevets chinois, plus de 40% américains, plus de 40%, il n'y a que 9% de brevets européens. C'est Emmanuel Charpentier qui a mis ça au point dans la lignée des travaux de Jacob. Donc ce sont de grandes innovations radicales. Il y a d'autres domaines de ce type où nous excellions, qui sont la clé du XXIe siècle. L'aérospatiale, nous perdons pratiquement la bataille. Enfin, ça commence à se dégrader beaucoup. L'espace, nous sommes presque mis de côté. Si nous ne renouons pas avec cet esprit de conquête assis sur notre intelligence collective, le savoir qui vient de siècles d'excellence, je ne vois que de mauvaises pensées qui peuvent se substituer à ce qui serait un projet collectif. Et c'est en ce sens, je crois que nous devrions non seulement prendre soin de la Terre, ça nous le faisons beaucoup, en tout cas dans les discours, mais aussi prendre soin de nos compatriotes, des générations futures, qui sont très souvent évoquées, mais pas sous cet angle-là, en réinvestissant une véritable ambition pour nous, et avec des effets très positifs, sans aucun doute, pour le monde. Le monde n'a pas à se réduire à un duopole sino-américain. Je crois qu'objectivement, pour son bienfait, le monde a besoin d'un pluralisme dans lequel l'Europe aurait une part essentielle à jouer. Dominique Régnier, merci. Quittons-nous sur ces propositions. Notre site mettra les références des différentes publications de la Fondapol auxquelles nous nous sommes référés, et même la référence de la Fondapol en général. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine, non sans avoir remercié Étienne Billon avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau et Olivier Magloire qui respectivement s'occupent de notre site et de notre plateforme, ainsi que Mathéo Gillet qui nous a enregistré pour le studio L'Arrière-Boutique, et Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui produisent cette émission. À la semaine prochaine, merci beaucoup.